Bernard Werber, comme je le disais en introduction, vous nous venez ce soir avec vos deux tout derniers ouvrages, La valse des âmes et une encyclopédie du savoir relatif et absolu, sorti chez Albin Michel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous demander ce que c'est le savoir relatif et absolu. J'étais pendant 7 ans journaliste scientifique et je me suis aperçu que on ne pouvait être sûr de rien. Donc je me suis dit, n'importe quelle encyclopédie a la prétention de mettre des vérités et des certitudes. Et je suis conscient que ces vérités et ces certitudes sont relatives au temps et à l'espace. C'est-à-dire que ça peut être vrai maintenant et plus tard on peut s'apercevoir que c'est autre chose. Ça évolue, quoi. Voilà, et c'est donc pour mettre cette modestie, ou en tout cas ce recul par rapport à l'information, je me suis dit, mettons-le directement dans le titre. Mais au début, c'était des sortes de petits extraits qui étaient dans les fourmis, un peu pour faire comme des petits apéritifs au milieu du repas. Mais je crois que, par exemple, la crise du Covid a montré que des scientifiques, avec des titres et des blousons, peuvent avoir des opinions complètement opposées. Jusque-là, il y avait le spécialiste qui était invité à la télévision principale, au journal de 20h, et tout ce qu'il disait, c'était considéré comme religion. Voilà, la vérité. Maintenant, on a compris que même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets, et plus on connaît les informations, plus on s'aperçoit que il y a toujours des gens qui ont des opinions différentes sur tous les sujets. Il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Il n'y a pas de vérité absolue. Alors, dans La valse des âmes, votre roman, vous mettez en lumière aussi la lutte éternelle entre l'obscurantisme et la lumière. C'est une lutte très contemporaine. Tout ça, ça se passe avec votre héroïne Eugénie Toledano qui voyage dans le temps grâce à une technique très particulière d'hypnose sur laquelle on va revenir. Elle va sauver l'humanité. Et tout ça, c'est agrémenté de passages, justement, de votre deuxième volume, de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Les deux livres sont absolument liés, mais j'ai envie de dire tous vos livres sont liés, en fait, entre eux. Je crois que c'est juste avant de mourir, donc quand l'œuvre pourra plus être continuée, qu'on se rendra compte que je me rendrai compte de ce que je voulais raconter, parce que moi-même, c'est comme des tas de briques que je rajoute, mais j'ai pas la vision globale du bâtiment que ça va donner. Parce que Eugénie, c'est la petite fille de votre héros René Toledano qui était dans les abeilles. Voilà, exactement. C'est la fille. C'est la fille, oui. Et oui, non, c'était ça. C'est parce que je pensais à sa mère, Mélissa, c'est pour ça. Non, c'est l'idée de poursuivre. En fait, vu que mon héros, on connaissait toutes ses vies antérieures, je voulais qu'il y ait un lien avec ce héros, mais dont on ne connaisse pas les vies antérieures. Donc j'ai pris sa fille. Alors, à travers justement ces voyages intérieurs que vous nous racontez, qui sont créés par l'hypnose, on voyage donc du coup dans les vies antérieures et dans l'histoire en fait de la France. Vous nous racontez, pas que de la France d'ailleurs, vous nous racontez des périodes clés de l'histoire humaine, comme justement l'invention de l'écriture, les premières sépultures, la domestication du feu, etc. Donc c'est un livre qui est un espèce de polar instructif et en même temps livre d'amour, quoi. Merci. L'idée, c'est de retrouver l'histoire des livres. C'est un livre qui raconte où on en est actuellement des livres, des bibliothèques et des encyclopédies, et comment ce combat n'est pas du tout un combat gagné. Il y a toujours des bibliothèques qui brûlent, il y a toujours des autodafés, il y a toujours des gens qui remettent en question le fait d'avoir plusieurs opinions, et ça méritait d'être vu à travers le temps. Donc, ce que je veux montrer, c'est tout ce qui se passe de nos jours a des sources, a des racines qui démarrent à la préhistoire et qui sont poursuivies avec Sumer, l'Égypte, la Grèce, Rome. Et vous remontez à 120 000 années en arrière. Parce que c'est le moment où on a estimé que l'homme a fait son premier enterrement cérémonial et que le fait de ne plus manger grand-père ni de faire des flûtes avec les autres grand-mères était le passage à la civilisation. Et pourquoi on s'est mis à enterrer nos cadavres? Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il y a des animaux qui enterrent leurs cadavres, mais c'est un comportement déjà qui sous-entend... Il y a des éléphants. Voilà, les éléphants enterrent leurs enfants. Alors c'est aussi un nouveau style de polar, puisque vous réhabilitez notamment l'homme de Néandertal, dont on ne sait toujours pas les raisons vraiment réelles de sa disparition de nos jours. Il y a nombre de théories. Vous, pour votre part, vous avancez dans ce livre qu'il a été massacré par Homo sapiens, qui s'est ensuite attribué ses découvertes notoires de l'humanité, comme le feu. Le même Homo sapiens moins intelligent qui peuplerait donc la Terre aujourd'hui. Ça expliquerait pas mal de conflits, Bernard Werber. Nous sommes des Homo sapiens, mais en effet, le premier enterrement cérémonial, en tout cas, on sait où ça s'est passé. C'était en Israël, à El Taboun, et c'était des Néandertals, c'était pas des Homo sapiens. Maintenant, nous avons tous entre 1 et 4% de Néandertals en nous, par le seul fait que les Néandertals et les Homo sapiens, à un moment, arrivaient à avoir des enfants ensemble. C'est ça qui est fou, quoi.
Et alors, votre thématique principale, c'est la lutte contre l'obscurantisme avec la lumière. C'est très actuel. J'ai envie de dire, le passé est un phare pour le présent quand on s'y intéresse, en fait, Bernard Werber. Je ne pourrais pas dire mieux. Donc. Ouais, d'accord. Pas mieux. Oui, mais c'est pour ça que vous nous donnez à voir aussi, pour qu'on en tire les leçons, en fait. C'est comme si ça s'était déjà passé, mais on l'a oublié ou on n'a pas analysé, ou on n'a retenu qu'un seul angle de l'information. Mais si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est que des échos de choses qui se sont déjà passées et dans lesquelles on a déjà vu les résultats. C'est d'où l'importance de l'histoire, des profs d'histoire, d'où l'importance aussi de l'exactitude dans la mémoire. Et je crois que l'histoire va devenir une zone de combat puisqu'il y a des gens quand même qui la réécrivent aussi. Qui la réécrivent pour raconter des conneries et ils sont de plus en plus nombreux. Donc la vérité va être difficile à imposer. Et souvent, les gens qui racontent des conneries sur le passé ont des théories simplistes et faciles à assimiler, alors que la vérité est complexe et demande qu'on fasse attention à tous les détails. Aux détails. Et tout n'est pas blanc et noir aussi, évidemment, c'est important de le dire. Non, mais le combat de la lumière et de l'ombre, c'est-à-dire le moment où il y a eu des gens qui prenaient des valeurs de barbarie et de violence et des gens qui essayaient de défendre les livres et la culture, c'est quand même... Ça, c'est très clair. C'est très clair, oui. Par exemple... la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est quand même, il y a des gens qui ont mis le feu en se disant, nous espérons que tout le savoir qu'il y a dedans va disparaître. Et il y a des gens qui ont essayé de sauver tout ce qu'il y avait dedans. Donc après, même si tout n'est pas blanc et noir, il y a quand même des gens qui détruisent et d'autres qui sauvent. Bernard Werber, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, désormais, quand on est pour la liberté, pour la culture, pour la transmission du savoir, etc., on est un peu considéré comme réac. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez eu des gens qui s'invectivent, qui vous invectivent de ce qu'ils lisent dans vos romans ou pas du tout? Non, j'ai jamais eu. Vous savez, je pense que je suis perçu, et d'ailleurs je me définis aussi comme une sorte d'auteur d'anticipation. Qui dit anticipation, c'est pratiquement la science-fiction. Je suis là pour donner à réfléchir. Oui, enfin, votre dystopie, elle est quand même bien près de notre réalité. Oui, mais je vais pas utiliser des noms des vraies personnes. D'ailleurs, j'utilise le parti néo-stalinien, le parti néo-nazi, parce que il y a des groupes qui se réfèrent et de Staline et de Hitler. Donc c'était juste pour montrer qu'il y a une sorte de retour, comment dire, d'écho des pires périodes du passé qui sont revendiquées comme des périodes où des personnages guides. Je veux dire des gens totalitaires de notre époque. Il y a trois totalitarismes qui nous attaquent actuellement, qui attaquent les démocraties. Et les démocraties, l'un des problèmes que je perçois et que monsieur doit aussi percevoir et combattre, c'est que nos démocraties sont divisées. C'est-à-dire que les forces de la liberté n'arrivent pas à s'entendre entre elles pour résister aux forces du totalitarisme. Mais j'ai pas d'autre terme que totalitarisme. D'où les 5 doigts de la main, quoi. Voilà, dont vous parlez. La main de lumière. Mais j'essaie malgré tout de ne pas rentrer dans un combat étiqueté politique, parce que la politique, automatiquement, ça devient... on est coincé. Donc vous avez plus de liberté d'action, d'écriture. C'est pour ça que je parle d'un futur qui est d'ailleurs non défini dans le roman, mais qui est proche. Et ce que je propose, c'est que chaque lecteur réfléchisse par rapport à ses propres convictions et par rapport à sa propre analyse. Mais je n'ai pas de vérité à vendre, j'ai des nouveaux questionnements à proposer. Allez, Bernard Werber, vous avez un concept de l'univers où la lumière et l'obscurité s'affrontent, on l'a dit. Ça résonne, étrangement, j'ai envie de dire, avec les expériences de Jean-Michel Fauvergue dans sa lutte contre ce terrorisme ou contre cet obscurantisme, on peut le redire, qui nous gangrène quand même un peu plus tous les jours. Est-ce que à travers vos livres et à travers la culture, vous pensez que c'est un acte de lumière que vous faites? Et que c'est en tout cas la nourrir? Oui, mais je suis très admiratif de Jean-Michel et du travail que font ces hommes qui nous protègent. Je pense que c'est quand même plus facile d'écrire un roman que de se retrouver face à des gens armés qui veulent vous tuer. Et quand j'écris, j'essaie de ressentir ce que peuvent ressentir les personnes qui sont dans l'action. Et évidemment, je suis conscient que
tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas connaître ses émotions. C'est pour ça que je pense que son roman doit être passionnant. Vous avez un nouveau lecteur alors? Non, c'est parce que c'est des émotions pures. Moi, je me suis retrouvé dans des situations très dangereuses, mais j'ai pas eu en plus à coordonner d'autres personnes. Donc il faut vraiment avoir un talent particulier. Et je crois que plus l'histoire avance, plus on aura besoin de gens capables d'agir ainsi. Oui, bien sûr. Bernard Werber, quand même, je voudrais parler de l'hypnose parce que ça, c'est quand même un sujet important chez vous. C'est votre dada, j'ai envie de dire un peu, parce que on connaît votre goût pour l'exploration des mystères de l'esprit humain. Vous en avez fait aussi sur scène avec des séances de méditation guidée. C'est une forme de spectacle participatif qui vise à stimuler l'imagination, à plonger dans les profondeurs de l'inconscient. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi le personnage principal de votre roman parce que sans cette hypnose, on ne pourrait pas découvrir ce qui se passe il y a 120 000 ans. Pourquoi ce choix-là en fait pour voyager dans le temps et qu'est-ce qui vous interpelle vous tout particulièrement dans le fait que dans votre propre construction et dans ce que ça implique chez les autres de faire de l'hypnose, qu'est-ce qu'on va chercher quand on en fait? Alors déjà, le fait que je le fasse sous forme de spectacle, c'est parce que pour moi c'est la prolongation de mon métier qui est conteur. Écrivain, j'aime pas trop ce mot parce qu'à la limite un comptable il écrit des choses ou un auteur il écrit des choses. Ce sont des gens, des écrivains. Oui, mais on dit pas que c'est des écrivains. Un comptable écrivain, faut qu'il écrit un bouquin quand même. Par définition qui écrit. Oui, d'accord. Après il y a le mot romancier qui écrit des romans et il y a le mot que j'aime beaucoup, c'est auteur. Auteur, ça vient de la racine octus qui signifie augmenter. Donc quelqu'un qui augmente. Alors, je vais changer de mot. Mais en tout cas, au-delà de tous ces mots, le mot dans lequel je me sens le mieux, c'est conteur. Et conteur, ça consiste à dire à une personne, il était une fois, je vais te raconter une histoire, et d'amener tout d'un coup cette personne en dehors de son monde habituel connu. La source de mon métier, c'est les conteurs au coin du feu. C'est-à-dire ces gens qui jadis, dans les tribus les plus anciennes, racontaient des chasses ou racontaient la vie des ancêtres. Et c'est comme ça que ça maintenait un lien culturel, c'est-à-dire la tribu devenait la tribu qui est liée à telle légende. C'est par exemple notre monde occidental s'est construit sur la Bible et sur Homère, l'Odyssée. Ces deux récits, ces deux histoires on nourrit toutes les autres petites histoires. Et pour moi, le travail sur scène consiste donc à me reconnecter à ça et à raconter de manière vivante ce qui se passe. Ce que j'ai pas quand j'écris un roman, je ne sais pas la réaction des gens. C'est-à-dire, je sais pas s'ils rient, s'ils pleurent, s'ils abandonnent le livre au milieu, ou est-ce qu'ils sont pris par une sorte de fringale pour savoir ce qui va arriver. Alors que quand je fais le spectacle, je le vois. Et quand je fais le spectacle, en plus, vu que je leur propose de fermer les yeux, j'ai l'impression que je recrée du roman dans leur esprit. Après, le mot hypnose ou le mot méditation, c'est des mots fourre-tout dans lesquels on a mis des bonnes choses, des mauvaises choses. Donc, je préfère me revenir juste à ce terme. Je raconte des histoires, mais en racontant ces histoires, je leur permets par moment d'accéder à des niveaux peu connus par eux-mêmes de leur propre inconscient, voire à des niveaux de leur propre inconscient dans lesquels il peut y avoir des souvenirs de vie antérieure, mais je n'en ai même pas la certitude. C'est pour chaque personne, il va y avoir une réaction. Alors merci différente. Parce que c'était ma question d'après. Vous croyez vraiment aux vies antérieures? Vous pensez qu'on a eu plusieurs vies? Je suis pas dans la croyance, je suis dans l'expérimentation. D'accord. Est-ce que quand on se jette à l'eau, on croit dans la flottaison de l'être humain? On se jette à l'eau, on voit ça. Est-ce qu'on coule ou est-ce qu'on coule pas? Je vois une chose, c'est que ça offre une perspective et que ça rend les gens heureux. C'est-à-dire que les gens se disent, imaginons que les vies antérieures n'existent pas. Voilà, on va démarrer là. Ça veut dire que vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, à un moment prenez votre retraite, puis vous partez à l'EHPAD, puis là ça se complique de plus en plus et puis vous mourrez. C'est une vie. Il y en a qui vous diraient qu'il y a normale. le paradis et l'enfer aussi. Alors voilà. Alors après on a inventé le paradis et l'enfer pour pouvoir compléter ça, mais le risque de tomber en enfer peut ajouter de la peur. Maintenant, si on vous dit, ce n'est qu'un feuilleton d'une série, vous avez eu plusieurs vies avant et vous allez en avoir après. Je trouve que tout d'un coup, ça détend. C'est-à-dire, on se dit, bon, c'est pas grave, ça se peut que cette vie, je l'ai entièrement foirée, mais je ferai mieux la prochaine fois. Donc, c'est presque une ouverture en arrière et en avant qui me semble
décontractante. Après, quand on ramène ça à de la religion, d'où le mot croyance, ça me semble non, pas la bonne. Vous n'avez pas de certitude, quoi. J'ai aucune certitude. Mais par contre, j'ai expérimenté chaque fois qu'on me propose de faire des nouveaux trucs comme ça. Vous êtes passionné, quoi. On peut le dire comme ça. Ça vous passionne de savoir ce qui se passe dans l'infini, dans le vide, dans l'invisible. Bah, je plains les gens qui sont pas curieux, les gens qui se disent je sais tout et je vais juste montrer aux autres que je détiens des vérités. Je pense qu'ils doivent être dans leur esprit très vieux et je assez malheureux. Tant qu'on se pose des questions, tant qu'on a envie de voyager, de bouger, de prendre des risques, on est jeune. Et moi, chaque fois qu'on me propose de faire des trucs bizarres, le dernier truc bizarre que j'ai fait, c'est que j'ai sauté en parachute au-dessus de la pyramide de Khéops. Je peux vous dire qu'au moment où j'ai sauté, je me suis dit qu'est-ce qui m'a pris de me foutre dans ce... Hop, trop tard, il faut sauter. Mais c'est ça, ce que je conseille à tout le monde, c'est vivez après 5 secondes avant de mourir, vous regarderez votre vie en arrière, vous direz ok, il y a eu des trucs bien, des trucs pas bien, au moins j'ai vécu. Le contraire, c'est ok, zut, j'ai laissé passer, j'ai voulu me protéger, j'ai pas voulu prendre de risques. Chaque fois qu'il y a eu des choses bizarres, je me suis dit c'est bizarre, je laisse pour les autres. Du coup, j'ai raté les expériences. Jean-Michel Fauvergue, vous, après cette carrière opérationnelle intense, entre la police, la politique et tout, vous êtes donc, vous avez choisi de vous exprimer avec l'écriture, avec ce livre. Quand on écoute Bernard Werber parler, on se dit que ça vient du fait de se poser des questions, ça vient de l'envie de créer son propre concept de vie aussi chez lui. La valse des âmes, c'est un très bon livre, je le recommande, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, en fait, en vous lisant. Ça, c'est déjà... J'espère bien. Ouais, c'est ce que vous cherchez à faire. Je crois que dans un roman, il y a le lecteur, en fait, il fait la moitié du travail. Parce que le lecteur, il va se retrouver lui-même dans le roman. Donc, un bon roman, c'est un miroir dans lequel le lecteur va découvrir qui il est. En suivant les aventures du personnage et en se disant, tiens, ce personnage me ressemble pas. Mais découvrir qui on est, c'est le but de toute vie. On peut passer une vie entière en ne comprenant pas pourquoi on est né, qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on doit faire. Et mon personnage principal, Jenny Toledano, elle se pose cette question, elle se dit, au fait, c'est quoi ma place? Dès le moment où on a trouvé plus ou moins, qu'on commence à comprendre sa place, et je pense que Jean-Michel a trouvé lui aussi sa place et du coup on rayonne. Tant qu'on n'a pas trouvé sa place, on subit le système des autres. C'est-à-dire on copie les autres qui nous disent tiens ta place c'est fait comme moi. Mais dès le moment où vous avez trouvé votre place, vous trouvez votre propre musique, votre propre lumière et en fait vous commencez à vivre et à être heureux. Vous parlez d'expérience personnelle ? C'est à vous que vous pensez aussi quand vous dites ça? Parce que vous avez commencé... Tous les romanciers ne font que parler d'eux-mêmes à travers leurs personnages. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, vous vous êtes révélé au moment où vous avez sorti votre premier roman, quoi. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Ouais. Avant, j'ai eu une vie où j'étais pas à ma place comme journaliste. Vous étiez journaliste. Ouais. Et maintenant, c'est très simple, j'ai une maladie qui aurait dû me rendre infirme, enfin qui commençait à me rendre infirme, qui s'est arrêtée dès le moment où j'étais écrivain. C'est comme si... ou romancier, auteur. On va y arriver. Mais c'est comme si mon corps me disait je te faisais souffrir parce que tu n'avais pas trouvé ta place et toute cette douleur n'était qu'un signe, bouge. Ne reste pas là où tu es. Donc j'étais journaliste au Nouvel Observateur et en effet c'est un endroit où je ne pouvais pas m'épanouir parce qu'il y avait toute une partie politique, mais pas politique dans le sens gauche-droite, dans le politique interne qui était épuisante. Et dans lequel c'était à l'époque de Jean Daniel. Oui, je ne pouvais pas faire transmettre des idées. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de transmettre. On est là, on a une envie de transmettre, mais si on vous retient, c'est pas, on souffre. Et dès que le moment où j'ai quitté le Observateur et que je suis devenu écrivain, c'est comme si auteur, conteur. Et en effet, vous avez raison. Mais dès ce moment-là, c'est comme si l'univers me disait là, t'es sur le bon chemin, continue. Et je veux dire, quand mes livres se vendront plus, quand je ferai des spectacles où les salles ne seront pas remplies, c'est vrai que l'univers me dit il faut à nouveau que tu bouges. Là, c'est plus ça a été ta place, mais ça l'est plus. Donc la place, elle peut bouger, quoi. La place, elle peut bouger. Mais Jean-Michel justement, a été romancier, il a été policier, il a été politicien. Ça veut dire que lui aussi, il a testé différentes. D'ailleurs, je crois que maintenant, le grand avantage de notre génération, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. L'ancienne génération, elle devait faire souvent le même métier que les parents.
Tout simplement parce Pendant que 50 ans. voilà, parce que c'était la référence. Et une fois qu'on y était, il y avait plein de métiers dans lesquels, une fois que vous étiez engagé, que vous aviez un contrat à durée indéfinie, en fait, c'était jusqu'à la retraite. C'était une vie. Là, on peut avoir plusieurs vies. Et je trouve que c'est la meilleure période pour naître. C'est notre génération, parce que la génération de nos parents, ils ont pas eu autant de possibilités. Alors Jean, le mot transmettre, il revient beaucoup. C'est un mot que vous avez en commun tous les deux, en fait. C'est ça que vous avez envie de faire, vous aussi, et que vous faites d'ailleurs à chaque fois que vous faites quelque chose. Oui, je crois que surtout quand on a compris quelque chose, c'est bien de l'expliquer pour que les autres le comprennent et l'expliquent encore à d'autres. Mais on est tous en même temps à l'école, on est professeur et étudiant. Et une vie entière ne suffit pas pour... D'où les vies antérieures. D'où les vies antérieures. Non, j'aime bien cette idée que... Et postérieures aussi. Mais j'aime bien cette idée que ça fait très longtemps qu'on a commencé à apprendre et que nous sommes nés pour apprendre. Et cette idée que j'évoque dans le livre, quand on meurt, on nous pose 3 questions. Qu'as-tu fait de tes talents ? Qu'as-tu appris et qui as-tu aimé? Je trouve que c'est les 3 questions qui définissent le bilan d'une vie. Oui, voilà, il y a un système de notation et il faut avoir 6 pour pouvoir être libéré du devoir de renaître. Si on est au-dessus de 6, on devient un ange, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Si on veut. J'ai inventé, c'est pas j'ai inventé, j'ai retrouvé cette symbolique dans plusieurs mythologies mystiques, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. 3, c'est le passage au niveau animal, et nous sommes entre 3 et 6, donc entre l'animal et l'ange, et l'idéal c'est de monter, mais il faut plusieurs vies pour que notre âme apprenne, évolue. Ouais, croyez pas que vous allez faire un 6 sur 6 tout de suite, quoi. Non. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on apprend dans tous les domaines, que ce soit professionnel, des connaissances, mais aussi sentimental. Faut ouvrir tous ces chakras et ouvrir le cœur, ouvrir le cerveau, ouvrir le courage. Toutes ces choses-là, une vie ne suffit pas. Bien sûr. Et il faut, il faut parfois revenir, comme le baccalauréat. Vous avez eu presque la bonne note, mais pas suffisamment pour être libéré du devoir de renaître. Eh bien, c'est passionnant cette émission. À l'émission, on arrive à la dernière question. Je commence avec vous, Jean-Michel. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? À ce petit garçon, justement. Ouais. Bernard, alors, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon? N'ayez pas peur de prendre des risques. Ah, vous aviez peur quand vous étiez petit? En tout cas, j'avais peur d'échouer, alors que maintenant, je considère qu'échouer, c'est une expérience. Donc, prendre des risques, ça veut dire accepter l'idée qu'on va peut-être échouer, mais que c'est pas grave. La pire chose, c'est d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé. Donc, je lui dirais, n'aie pas peur de prendre des risques, prends plus de risques. Eh bien, merci, ça sera le mot de la fin pour partir sur une bonne note. Merci à tous les deux, Jean-Michel Fauvergue, Bernard Werber, d'être venus partager avec nous. Alors, les 2 derniers livres que je vous recommande, de Bernard Werber, La valse des âmes, et une encyclopédie du savoir relatif et absolu, sont chez Albin Michel. Jean-Michel Fauvergue